Chaque seconde dans le monde, plus de 57 tonnes d'acier sont produites. C'est le poids de 10 éléphants par seconde. Mais voici ce qui est étonnant. Le métal qui soutient ta maison, ta voiture et même ta vie, littéralement, est né au cœur d'étoiles explosives il y a des milliards d'années. Oui, chaque atome de fer dans ton sang, c'est un artefact cosmique. Et maintenant, sous tes pieds, à 3000 km de profondeur, une boule de fer liquide chauffée à 6000 degrés crée le champ magnétique qui te protège de la radiation cosmique mortelle en ce moment même. Chaque année, l'humanité produit 1,8 milliard de tonnes d'acier, de quoi entourer la Terre 7 fois. Mais il y a un sombre secret. Les réserves mondiales de fer ne sont pas infinies. Et ce qui se passe dans les hauts fourneaux hauts, comme un immeuble de 30 étages à 2000 degrés, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Reste jusqu'à la fin. Tu découvriras pourquoi le fer pourrait disparaître plus vite que tu ne le penses, et ce qui arriverait à la civilisation sans lui. Le fer, c'est un véritable hipster cosmique. Il est né dans les étoiles géantes, et c'est le dernier élément qu'une étoile peut créer avant d'exploser en supernova. En fait, chaque atome de fer dans ton sang, oui, ton sang contient aussi du fer. C'est un morceau d'ancienne matière stellaire. Quand notre planète s'est formée, l'élément le plus lourd, le fer, a coulé vers le centre, formant le noyau externe et interne. Imagine-toi, sous tes pieds, à une profondeur de près de 3000 km, se trouve une boule de métal liquide chauffée à 6000 degrés Celsius, en mouvement constant. C'est le noyau. Son mouvement crée le champ magnétique terrestre qui nous protège de la radiation cosmique. Autrement dit, le fer rend littéralement notre vie possible. Les tout premiers objets en fer, découverts par les archéologues, par exemple les artefacts de l'Égypte antique, étaient fabriqués à partir de fer météoritique. C'est du fer pur qui est tombé sur Terre, et il n'était pas nécessaire de le fondre. Les anciens le considéraient comme un don du ciel. Pour extraire le fer à la surface, l'humanité a appris à créer quelque chose qui ressemble à de l'art industriel, des carrières gigantesques. D'abord, on étudie le gisement, puis on procède à des travaux de forage et d'explosion. Oui, de vraies explosions. Ensuite, le minerai, qui ressemble à une pierre rouge-brun ordinaire, est transporté par des excavateurs géants. Le fer se trouve rarement à l'état pur. Il est caché dans les minéraux, et pour le libérer, il faut une approche très agressive. Une carrière peut être aussi profonde que la Tour Eiffel, et aussi large qu'une petite ville entière. C'est vraiment époustouflant. Le minerai, qui n'est que de la roche contenant du fer, doit être transformé en métal pur. Cela se passe dans les hauts fourneaux, des géants cylindriques hauts comme 30 étages, qui fonctionnent 24 heures sur 24 pendant des décennies. Comment ça marche ? Le minerai, le charbon spécial pour la température et les additifs pour séparer les impuretés sont chargés par couches par le haut. Par le bas, on insuffle de l'air chauffé à 1300 degrés qui fait brûler le coke. À l'intérieur du fourneau, la température atteint 2000 degrés. Sous l'effet d'une telle température, le fer se sépare de l'oxygène. 2 à 3 fois par jour arrive la coulée. C'est-à-dire que, de la partie inférieure du fourneau, s'écoule de la fonte liquide. Ce spectacle, c'est comme une rivière de lave en fusion qui brille d'une lumière orange vif. C'est du métal pur, chaud, ardent. À ce moment, l'air se remplit d'étincelles, de petites particules de métal qui se détachent du flux. C'est un spectacle qui fait se sentir n'importe quel ingénieur comme un dragon. Ce qui s'écoule du haut fourneau s'appelle la fonte. C'est un alliage de fer avec une forte teneur en carbone, plus de 2%.
La fonte est très solide mais fragile. Pour qu'elle devienne flexible et résistante, il faut la transformer en acier. L'acier, c'est du fer qui a maigri en perdant son carbone en excès. On fait fondre la fonte à nouveau, et dans d'énormes mélangeurs, on insuffle de l'oxygène pur pour brûler le carbone en excès. Après cela, l'acier obtenu arrive au laminoir. Si le haut fourneau est le cœur, alors le laminoir est la salle de sport du métal. Qu'est-ce que le laminage? C'est un procédé où les ébauches d'acier chauffé passent à travers une série de cylindres puissants sous une pression énorme. Le métal chauffé au rouge, épais comme une brique, passe à travers les cylindres et s'étire comme de la pâte, se transformant en feuilles minces, rails, poutres, armatures ou fils. À la sortie, nous obtenons des matériaux de construction avec lesquels on construit des gratte-ciel, des ponts et des stades. 90% de tous les métaux utilisés dans le monde moderne, c'est de l'acier. Tu peux te dire, ok, tout ça c'est pour les usines. En quoi ça me concerne? Ta maison, la structure de ton complexe résidentiel, l'armature dans les murs, c'est de l'acier. Ton transport, les automobiles, trains, métros, coques de navires, c'est de l'acier. Ton Internet, les antennes sur lesquelles reposent les tours de téléphonie mobile, les châssis métalliques des serveurs où sont stockées toutes tes vidéos TikTok et tes streams, c'est de l'acier. Ta santé. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'hémoglobine dans ton sang contient du fer qui transporte l'oxygène dans le corps. Sans fer, tu ne peux pas respirer. Le corps d'un adulte moyen contient environ 3 ou 4 grammes de fer. C'est suffisant pour faire un petit clou. Mais ce fer est d'une importance critique. Il fait partie de l'hémoglobine, et si on imagine que ce sont des micro-taxis, alors il transporte l'oxygène vers chaque cellule de ton organisme. Sans ces 4 grammes, game over. Les porte-avions, les plus gros navires militaires au monde, peuvent avoir un déplacement de plus de 100 000 tonnes, et la part du lion de ce poids revient aux alliages d'acier spécialisés. Ces alliages doivent être à la fois solides pour résister au choc et flexibles pour ne pas se fissurer sur les vagues marines. Le fer a parcouru le chemin de la poussière stellaire au noyau de la planète, de la carrière gigantesque aux rivières de métal en fusion qui s'écoulent des hauts fourneaux. Il est le héros invisible de tous les progrès technologiques que tu considères comme acquis. L'acier est le matériau le plus recyclé de la planète. Chaque année, plus d'acier est recyclé que tous les autres matériaux réunis. Aluminium, verre, papier, plastique. Cela fait de lui la superstar de l'économie circulaire. La production mondiale d'acier dépasse annuellement 1,8 milliard de tonnes. C'est une quantité si énorme que si on l'entassait dans des conteneurs de fret standard, on pourrait entourer la Terre à l'équateur plus de 7 fois. L'utilisation de l'acier est souvent un indicateur du développement économique d'un pays. Pendant la révolution industrielle, c'était une ressource clé. Et aujourd'hui, la Chine produit plus d'acier que tous les autres pays réunis. La métallurgie moderne travaille à la création d'alliages intelligents. Par exemple, les scientifiques ont développé un acier capable de guérir les petites fissures sous l'effet de la chaleur, comme Terminator, mais dans la vraie vie. Vous voulez en savoir plus? Écrivez-nous. Le fer, c'est un véritable joueur discret. Il n'attire jamais autant l'attention que l'or ou les diamants, mais c'est précisément lui qui est l'élément qui maintient notre monde ensemble. Du noyau ardent et profond de la Terre au clou microscopique dans ton mur, le fer est le roi de la masse et de la fonctionnalité.
Chaque année, plus de 13 millions de tonnes de caoutchouc naturel sont produites dans le monde, un matériau sans lequel aucun pneu, aucun gant, ni aucun joint d'aviation ne pourrait exister. Mais peu de gens se demandent d'où vient cette substance élastique. Quelque part sous les tropiques, au milieu des forêts humides de Thaïlande et de Malaisie, des milliers d'ouvriers, avant même l'aube, insistent l'écorce des arbres pour récolter un liquide blanc, le latex, qui sera ensuite transformé en caoutchouc. Comment ? À partir d'une simple sève d'EVA, naît le matériau qui fait rouler nos voitures, voler nos avions et même fonctionner nos programmes spatiaux. Et quel secret cache dans ces plantations, où jour après jour naît l'une des ressources les plus importantes de l'humanité. Regardez jusqu'à la fin, vous verrez ce que l'on ne montre pas aux touristes. Les plantations de caoutchouc sont de grandes exploitations agricoles où l'on cultive des évéas, qui sont la principale source de caoutchouc naturel. Ces plantations sont généralement situées dans les régions tropicales, car l'EVA a besoin d'un climat chaud, de beaucoup de pluie et d'humidité pour une croissance optimale. L'histoire des plantations de caoutchouc remonte au 19e siècle, lorsque l'anglais Henry Wickham a sorti clandestinement des graines d'EVA du Brésil pour les amener aux jardins botaniques royaux de Kew, en Grande-Bretagne. De là, de jeunes plants ont été envoyés dans les colonies britanniques d'Asie du Sud-Est, notamment en Malaisie et au Sri Lanka, où la culture à grande échelle a commencé. Aujourd'hui, les plus grands producteurs de caoutchouc naturel sont la Thaïlande, l'Indonésie, la Malaisie et le Vietnam. Le processus de récolte du caoutchouc des arbres s'appelle la saignée. Les ouvriers font de fines incisions en biais sur l'écorce de l'arbre, généralement tôt le matin, lorsque la sève, le latex, coule le plus activement. Le latex est un liquide laiteux qui s'écoule des incisions et est recueilli dans de petites tasses fixées au tronc de l'arbre. Il est important de faire les incisions avec précaution pour ne pas endommager le cambium, la couche responsable de la croissance de l'arbre, et ne pas nuire à la production future de latex. Un seul arbre peut produire du latex pendant de nombreuses années, parfois jusqu'à 25 ou 30 ans. Le latex récolté est transporté des plantations vers les usines de traitement de différentes manières, selon la taille de la plantation, la distance jusqu'à l'usine et l'infrastructure disponible. Dans certaines régions où les rivières sont la principale voie de transport, le latex peut être transporté dans de grands conteneurs sur des barges ou des bateaux. L'objectif principal du transport est de livrer le latex à l'usine de traitement le plus rapidement possible et dans son état initial pour garantir la qualité du produit final. Dans les usines de traitement, le latex récolté dans les plantations de caoutchouc subit un processus complexe mais bien rodé, dont le but est de séparer le caoutchouc pur de l'eau et des autres impuretés. Ce processus commence dès l'arrivée du latex à l'usine et comporte plusieurs étapes clés qui garantissent l'obtention d'un caoutchouc brut de haute qualité.
D'abord, à son arrivée à l'usine, le latex liquide, qui arrive généralement dans de grandes citernes, est filtré. Cette première étape de filtration permet d'éliminer toutes les grosses impuretés mécaniques, comme les morceaux d'écorce, les feuilles ou d'autres matières végétales qui auraient pu s'y introduire lors de la récolte ou du transport. Pour cela, on utilise des tamis ou des grilles de différentes tailles de mailles. Après filtration, le latex est pompé dans de grandes cuves pour être dilué. En général, le latex récolté sur les arbres a une concentration en matière sèche d'environ 35%. Pour le traitement ultérieur, on le dilue avec de l'eau pure jusqu'à une concentration plus faible et plus maniable, souvent de 20%. Cette dilution facilite le processus de coagulation ultérieure et assure l'homogénéité du produit obtenu. L'étape clé dans le traitement du latex est la coagulation, c'est-à-dire le processus de solidification. Le latex naturel est une émulsion stable, où de minuscules particules de caoutchouc sont dispersées dans un milieu aqueux. Pour séparer le caoutchouc, il faut rompre cette stabilité. Pour cela, on ajoute un acide au latex dilué, généralement de l'acide formique ou acétique. L'acide abaisse le pH du latex, détruisant les facteurs de stabilisation et forçant les particules de caoutchouc à s'agglomérer et à précipiter. Le latex est laissé dans des réservoirs spéciaux ou de grandes cuves où une coagulation progressive a lieu. Selon le type de latex et le produit final désiré, le processus de coagulation peut durer de quelques heures à une journée. Pendant ce processus, le caoutchouc se sépare de la partie aqueuse, formant une masse gélatineuse. Une fois la coagulation terminée, la masse de caoutchouc obtenue, qui a l'aspect d'une feuille molle et gélatineuse, est délicatement retirée des cuves. Ce caoutchouc brut passe ensuite à travers une série de rouleaux. D'abord, il passe entre des rouleaux crantés, qui aident à éliminer la majeure partie de l'eau résiduelle, tout en créant une texture caractéristique à la surface de la feuille de caoutchouc. Cela contribue également à augmenter la surface pour un séchage ultérieur plus efficace. L'étape suivante est le lavage. Les feuilles de caoutchouc sont soigneusement lavées à l'eau pure pour éliminer les résidus d'acide et toute autre impureté soluble dans l'eau. La qualité du lavage est extrêmement importante car les résidus d'acide peuvent affecter négativement les propriétés du caoutchouc final et son vieillissement. Après le lavage, les feuilles de caoutchouc sont prêtes pour le séchage. C'est l'une des étapes les plus importantes, car la qualité et la stabilité du produit dépendent de l'efficacité du séchage. Le séchage peut se faire de différentes manières. Traditionnellement, les feuilles sont suspendues dans des séchoirs spéciaux où elles sont exposées à de la fumée chaude. La fumée ne sèche pas seulement le caoutchouc, elle lui donne aussi sa couleur brun doré caractéristique et des propriétés fongicides, ce qui aide à prévenir le développement de moisissures. Le processus de séchage et de fumage peut durer de quelques jours à une semaine. Pour d'autres types de caoutchouc brut, on utilise des séchoirs mécaniques, où le caoutchouc est broyé en petits granulés ou en miettes, puis séché à l'air chaud dans des séchoirs tunnels. Cela accélère considérablement le processus de séchage, permettant d'obtenir un produit fini en quelques heures. Après le séchage, les feuilles ou les granulés de caoutchouc finissent sont triés, classés par qualité selon les normes internationales, puis pressés en grands blocs ou balles. Ces blocs sont emballés, généralement dans un film polyéthylène, et marqués avant d'être expédiés aux consommateurs du monde entier. Chaque bloc a son poids, généralement 33 kg ou 111 kg, ce qui simplifie la logistique et le commerce.
Aujourd'hui, nous partons en voyage au cœur de léviathans industriels, dans ces lieux où naissent les artères de notre monde moderne. Nous allons parler de la création des carrières à ciel ouvert, des vallées montagneuses créées de main d'homme, qui impressionnent par leur échelle et leur complexité. Ces excavations gigantesques dans la croûte terrestre témoignent non seulement de la puissance inégalée de la technologie moderne, mais aussi du travail de longue haleine de milliers d'ingénieurs, de géologues et d'ouvriers. Nous découvrirons comment ces structures colossales sont créées et quel rôle jouent dans ce processus de véritables titans de l'ingénierie, les excavatrices géantes. Préparez-vous à un récit sur l'échelle, la précision et la force impressionnante qui redessine le paysage de notre planète. Les plus grandes excavatrices de carrière, par exemple les pelles à câbles électriques, peuvent peser plus de 1000 tonnes. Certains modèles d'excavatrices à roupelle, utilisés en Europe, atteignent un poids de plus de 13 000 tonnes et sont les plus grandes machines terrestres au monde. La création d'une carrière n'est pas un simple creusement de trous. C'est un processus extrêmement complexe, en plusieurs étapes, qui commence bien avant que la première excavatrice ne morde la terre. Tout débute par une exploration géologique minutieuse. Des équipes de géologues étudient pendant des années les entrailles de la Terre, forent des puits, prélèvent des échantillons pour localiser avec précision les gisements de minéraux, leur profondeur, leur qualité et leur volume. C'est une immense enquête policière, où chaque échantillon de roche est un indice crucial. Quand les minéraux sont localisés, les ingénieurs et les planificateurs entrent en jeu. Ils élaborent un projet détaillé de la carrière qui couvre chaque aspect, de l'angle d'inclinaison optimal des parois et de la largeur des voies de transport au système de drainage qui évacuera l'eau. C'est un travail colossal qui exige des calculs précis, car la sécurité et l'efficacité de l'exploitation future dépendent de chaque détail. À ce stade, on décide de la forme de la carrière, de l'emplacement des terrasses, appelées des gradins, sur lesquels se déplaceront les engins, et de l'organisation de la logistique pour évacuer des centaines de millions de tonnes de roches. Après des années de planification, vient le temps de l'action. Avant d'atteindre les précieux minéraux, il faut enlever ce qu'on appelle les morts terrains, les couches de sol, d'argile et de roches stériles qui recouvrent le gisement. Cela peut représenter un volume de travail colossal, car l'épaisseur des morts terrains atteint parfois des dizaines, voire des centaines de mètres. C'est ici que les excavatrices géantes entrent en scène. Ce sont de véritables colosses, pesant des centaines, voire des milliers de tonnes, avec des godets de la taille d'une petite pièce, capables de saisir des dizaines de mètres cubes de terre en une seule fois. Elles travaillent en tandem avec les tombereaux miniers, d'autres titans capables de transporter plus de 300, et certains même 400 tonnes de charge en un seul voyage. Les excavatrices chargent les morts terrains dans les tombereaux, qui les transportent ensuite vers des décharges spécialement aménagées, créant ainsi de véritables montagnes artificielles. Le volume du godet de ces machines peut varier de 40 à 70 mètres cubes, et pour les plus grands modèles, jusqu'à 100 mètres cubes. Cela signifie qu'en une seule bouchée, une telle excavatrice peut soulever une charge équivalente à 100 tonnes de roches ou plus, ou contenir de 5 à 7 voitures. Si les roches sont trop dures pour être extraites directement par l'excavatrice, on a recours au sautage. Des foreuses perçant de profonds trous dans la roche, où l'on place ensuite des explosifs. Une explosion contrôlée fragmente la roche, la rendant accessible aux excavatrices. C'est une étape spectaculaire et extrêmement responsable, qui exige le respect le plus strict des règles de sécurité. Après le décapage des morses terrains, commence l'étape la plus importante, l'extraction des minéraux et la formation de la carrière elle-même. La carrière est exploitée par gradins, semblables à des escaliers géants ou des terrasses.
C'est fait pour assurer la stabilité des parois de la carrière et pour créer des plateformes de travail pratiques pour les engins. Sur chaque gradin, travaille sa propre armada d'excavatrices. Il peut s'agir d'énormes pelles de carrière à entraînement électrique, capables de travailler en continu pendant des mois, ou d'excavatrices hydrauliques qui se distinguent par leur grande manœuvrabilité et leur précision. Elles grignotent la roche, la chargeant dans les tombereaux en attente. Certaines excavatrices sont si grandes qu'on doit même les assembler directement sur le site d'extraction, au lieu de les livrer déjà montés. Imaginez le godet d'une telle machine. Il peut contenir une voiture, voire plusieurs. En une heure, un tel géant peut déplacer des milliers de mètres cubes de roche. La carrière s'approfondit par gradins, s'élargissant progressivement. Cela ressemble à une immense spirale qui descend dans les entrailles de la Terre. Un véritable balai de machines travaille en permanence. Les excavatrices creusent, les tombereaux transportent, les bulldozers nivellent les plateformes et les niveleuses entretiennent les routes en bon état. Parfois, pour les roches particulièrement tendres ou pour travailler dans des endroits difficiles d'accès, on peut utiliser des excavatrices à roupelles, des machines colossales avec une roue rotative équipée de nombreux godets qui grignotent la roche en continu et la déchargent sur un convoyeur. En une heure, une excavatrice géante peut déplacer de 4000 à 10 000 mètres cubes de roche. Imaginez combien de temps une personne ordinaire travaillerait à la pelle pour atteindre un tel résultat. L'ensemble du processus est accompagné d'un contrôle continu. Les géologues prélèvent constamment des échantillons de roche pour s'assurer que l'on extrait bien ce qu'il faut et que la qualité répond aux exigences. Les ingénieurs surveillent la stabilité des pentes, l'état des routes et la sécurité des travaux. Une carrière géante n'est pas un simple trou dans le sol. C'est tout un complexe industriel avec sa propre infrastructure. Pour assurer le fonctionnement ininterrompu d'une telle machine, il faut des milliers de kilomètres de routes pour les tombereaux, des systèmes d'alimentation électrique pour les excavatrices électriques, des ateliers pour l'entretien et la réparation des engins, ainsi que des bâtiments administratifs, des cantines et même des camps d'hébergement pour les travailleurs. L'évacuation de l'eau ou l'exhaust revêt une importance particulière. Dans de nombreuses carrières, de puissantes stations de pompage fonctionnent en permanence, évacuant les eaux souterraines et pluviales pour sécuriser le travail des engins et éviter les inondations. Sans un système de drainage efficace, la carrière se transformerait rapidement en lac. Le minerai extrait est ensuite acheminé vers des usines de traitement, souvent situées juste à côté de la carrière. Là, il est concassé, enrichi, purifié, transformé en un produit fini qui part ensuite par wagon ou camion vers les consommateurs du monde entier. La vie d'une carrière n'est pas éternelle. Lorsque les réserves de minéraux sont épuisées ou que l'exploitation devient économiquement non rentable, la carrière est fermée. Mais cela ne signifie pas qu'on l'abandonne simplement. Les normes modernes exigent une réhabilitation, la restauration des terres perturbées. Les anciennes carrières peuvent être transformées en lacs, en parcs forestiers, en terres agricoles ou même en zones de loisirs. C'est un processus complexe et coûteux, qui est une partie importante d'une exploitation minière responsable. Chaque année, plus de 100 tonnes de matériaux sont produites dans le monde, mais un seul d'entre eux défie les lois de la physique. Ce n'est ni du métal, ni du plastique. C'est le graphène. Un matériau plus fin que l'ADN humain, mais 200 fois plus résistant que l'acier. Imaginez, une seule de ces couches pourrait supporter le poids d'un éléphant
en équilibre sur la pointe d'un crayon. Il est plus léger que l'air, transparent comme le verre, et en même temps, il conduit le courant mieux que le cuivre. Mais le plus fascinant, c'est que nous ne connaissons toujours pas les limites de ces possibilités. Regardez jusqu'à la fin. Vous découvrirez comment quelque chose de presque invisible pourrait changer l'avenir de toute l'industrie. Alors, le graphène est un matériau bidimensionnel, composé d'une seule couche d'atomes de carbone, disposés en un réseau dense et bidimensionnel, en forme d'hexagone. Il possède une série de propriétés uniques qui le rendent incroyablement prometteur. Les atomes de carbone dans le graphène sont liés entre eux par des liaisons covalentes extrêmement solides. En substance, chaque atome fait partie d'un maillage absolument dense et impeccable. Lorsque nous essayons d'étirer, de percer ou de casser une feuille de graphène, nous essayons en fait de rompre ces liaisons. Ce qui est unique, c'est que lorsqu'une force externe est appliquée au maillage, il ne se brise pas simplement. Au lieu de cela, le réseau hexagonal parfait assure une répartition uniforme de la contrainte sur l'ensemble du matériau. Les physiciens ont découvert que pour percer une feuille de graphène parfaite avec un crayon, par exemple, il faudrait une force comparable au poids d'un éléphant en équilibre sur la pointe de ce crayon. Pourquoi parlons-nous spécifiquement de poids? C'est un point d'une importance capitale. Quand les scientifiques comparent les matériaux, ils évaluent leur rapport spécifique résistance sur poids. Par exemple, l'acier est un matériau solide, mais il est aussi très lourd. Le graphène, lui, est aussi solide que l'acier, voire plus, mais son poids est dérisoire. Une feuille de graphène est si fine qu'un kilogramme de ce matériau pourrait couvrir une surface comparable à plusieurs terrains de football. Cela signifie que, si nous prenions un morceau de graphène et un morceau d'acier de haute qualité de même poids, le graphène supporterait une charge 200 fois plus importante avant de se déformer ou de se rompre. Cette caractéristique en fait le candidat idéal pour la création de matériaux composites ultra légers et ultra résistants pour l'aérospatiale, le blindage et les équipements sportifs de haute technologie. Imaginez que même le plus petit ajout de graphène à des matériaux ordinaires, comme les plastiques ou les résines époxy, peut les transformer en quelque chose de complètement nouveau. Les scientifiques travaillent déjà à la création de gilets pare-balles ultra fins mais impénétrables, qui pèsent beaucoup moins que les blindages traditionnels en Kevlar. L'ajout d'une infime quantité de graphène au béton peut le rendre beaucoup plus résistant aux fissures et aux dommages, prolongeant la durée de vie des ponts et des bâtiments. Les carrosseries et les fuselages d'avions à base de graphène seraient plus légers, ce qui entraînerait des économies de carburant significatives tout en devenant beaucoup plus solide et plus sûr. Ainsi, le graphène est l'incarnation d'un paradoxe. Il est presque invisible, mais sa résistance surpasse celle des métaux les plus forts. Cela ouvre une ère entièrement nouvelle en sciences des matériaux, où les matériaux sont à la fois légers, flexibles et d'une solidité inégalée. La production de graphène est un véritable casse-tête pour les scientifiques. On peut l'obtenir de 3 manières principales, qui diffèrent par leur coût, leur qualité et leur volume de production. Imaginez que vous deviez fabriquer une feuille très fine, mais qu'elle doive être parfaite. La première méthode est l'exfoliation mécanique. C'est de cette manière que le graphène a été découvert. Ici, tout est simple. On prend du graphite ordinaire, qui est un empilement de couches de carbone, et on essaie d'en détacher une seule et unique couche. Les scientifiques ont littéralement utilisé du ruban adhésif pour arracher les couches à plusieurs reprises.
jusqu'à ce qu'il ne reste sur le ruban que cette fameuse couche monoatomique recherchée. Cela donne le graphène le plus pur et le plus parfait, un véritable diamant pour la recherche fondamentale. Mais le problème est évident, cette méthode est terriblement lente, impossible à mettre à l'échelle et ne convient qu'au laboratoire. La deuxième approche est l'exfoliation chimique. On l'utilise quand on veut obtenir beaucoup de graphène pour l'ajouter dans des batteries, des plastiques ou des encres. Ici, on ne joue pas avec du scotch, on sort l'artillerie lourde chimique. On plonge le graphite dans des acides et des oxydants très puissants qui s'infiltrent entre les couches de carbone et commencent à les écarter. Le résultat est un mélange épais. Ensuite, on le traite aux ultrasons, comme avec un mixeur, et les couches de graphite se séparent finalement dans l'eau ou un autre solvant. C'est ce qu'on appelle l'oxyde de graphène. Après cela, il faut réduire cet oxyde de graphène pour qu'il redevienne conducteur d'électricité. Cette méthode est bon marché et produit de grands volumes, mais le produit final a toujours beaucoup de défauts et d'impuretés. Il convient pour les composites, mais pas pour l'électronique sensible. La troisième et la plus prometteuse des méthodes est le dépôt chimique en phase vapeur, CVD. C'est la technologie pour créer des toiles de graphène de haute qualité et de grande taille, nécessaires pour les écrans tactiles ou les microcircuits. Ici, on n'arrache rien, on fait pousser le matériau à partir de zéro. On prend une fine feuille de métal, généralement du cuivre, et on la chauffe très fort, jusqu'à 1000 degrés Celsius. Puis, on introduit dans le four un gaz contenant du carbone, par exemple du méthane. Les atomes de carbone, libérés du gaz, se déposent sur le cuivre incandescent, qui sert de modèle parfait. Ils s'assemblent d'eux-mêmes en un maillage en nid d'abeilles monocouche et impeccable. Cette méthode donne une haute qualité et permet de fabriquer de grandes feuilles de graphène, ce qui est essentiel pour l'industrie. Le plus difficile après cela est de retirer délicatement le film de graphène du support métallique et de le transférer sur le matériau souhaité, par exemple un plastique flexible sans endommager sa structure fragile. En termes d'argent, le marché mondial du graphène est actuellement évalué à plusieurs centaines de millions de dollars américains et, selon la plupart des prévisions, il devrait croître très rapidement, doublant souvent tous les 2 ou 3 ans. Les analystes s'attendent à ce que ce marché dépasse le milliard de dollars d'ici la fin de la décennie. Cela montre que les investisseurs croient en l'adoption massive du graphène. Contrairement aux produits de base, le marché du graphène est très segmenté par type et qualité. La part du lion de la production en poids est constituée d'oxyde de graphène réduit et de paillettes de graphène. Ils sont produits par la méthode chimique et sont utilisés pour renforcer les composites, les revêtements et les encres. Ils sont bon marché, mais présentent de nombreux défauts. C'est ce qu'on appelle le volume à bas coût. Et qu'en est-il de la haute qualité? La plus petite part en poids, mais la plus chère en valeur, est le graphène monocouche pur sous forme de film. Il est nécessaire pour l'électronique de haute technologie et est très coûteux en raison de la complexité de sa production et de son transfert. Le marché de la production de graphène est très fortement concentré en Asie, en particulier en Chine. Les entreprises Inspero chinoises sont les leaders mondiaux dans la production de grands volumes de graphène pour les batteries et les supercondensateurs, celui-là même qui est fabriqué par la méthode chimique. Les entreprises européennes et américaines, quant à elles, se concentrent généralement sur le développement de formes de graphène plus high-tech et plus pures, c'est-à-dire des films pour les industries aérospatiales et électroniques. Imaginez, le matériau de construction le plus répandu sur la planète ne naît pas dans un laboratoire, mais dans la gueule d'un véritable dragon industriel. La roche, qui hier encore faisait partie de la Terre,
est aujourd'hui arrachée à sa falaise par une explosion, réduite en une poussière plus fine que de la farine, et traverse un enfer de feu à plus de 1400 degrés. Dans ce brasier, la pierre devient quelque chose de nouveau. Le clinker, le cœur du ciment. Chaque année, l'humanité crée plus de 4 milliards de tonnes de cette poudre grise, assez pour construire un mur capable d'encercler la Terre plus de 40 fois. Mais il y a un secret. Sans un ajout infime, presque imperceptible, tout ce ciment serait inutile. Quel est cet ingrédient mystérieux? Vous ne le découvrirez qu'à la fin. Tout ne commence pas dans l'atelier, mais dans une immense blessure ouverte sur le corps de la Terre. Une carrière. L'ingrédient principal de notre recette, représentant environ 80% de la masse totale, est le calcaire. Une simple pierre qui est essentiellement le reste fossilisé d'anciennes créatures marines. Pour l'arracher à sa roche-mère, les ingénieurs mènent une véritable opération spéciale. Ils forent des dizaines de trous profonds, y placent des centaines de kilogrammes d'explosifs, et avec un boum sourd et profond qui fait trembler la terre à des kilomètres à la ronde, des milliers de tonnes de pierres se détachent du massif rocheux. Ensuite, de véritables monstres entrent en scène, des tombereaux de carrière, dont les roues sont plus hautes qu'un homme. Un excavateur gigantesque, dont le godet peut soulever d'un seul coup le poids de plusieurs voitures, charge ces blocs de pierre dans les bennes des camions. Ces géants jaunes transportent leur cargaison jusqu'au premier point de transformation, le concasseur primaire. Le concasseur primaire est une énorme gueule d'acier aux mâchoires massives qui, dans un fracas assourdissant, écrase des blocs de plusieurs tonnes en morceaux de la taille d'un ballon de football. En même temps que le calcaire, on ajoute dans le concasseur le deuxième ingrédient important, de l'argile ou du schiste. Ils sont la source du silicium, de l'aluminium et du fer, nécessaires à la bonne chimie de notre futur ciment. Après ce broyage primaire, la pierre est acheminée par un convoyeur vers une aire de stockage, puis vers l'étape suivante où elle doit être transformée en poudre. Elle arrive dans un broyeur de cru. Il peut s'agir soit d'un tambour géant en rotation, rempli de boulets d'acier qui broient la pierre dans un grand vacarme, soit, de manière plus moderne, d'un broyeur vertical à rouleau. Imaginez une immense assiette rotative, sur laquelle roulent avec une force colossale plusieurs rouleaux d'acier massif. La pierre est introduite sous ces rouleaux et est tout simplement pulvérisée en une poudre extrêmement fine, plus fine que de la farine. Un puissant courant d'air chaud saisit cette poussière et l'entraîne hors du broyeur. Ce processus broie et sèche la matière première simultanément. La poudre obtenue, appelée la farine crue, est soigneusement mélangée dans d'immenses silos, à l'aide d'air comprimé, pour obtenir un mélange parfaitement homogène. Et c'est maintenant que ce mélange gris et poudreux est prêt pour sa rencontre avec le feu. Il entame son voyage au cœur même de l'usine, dans le ventre du dragon industriel, le four rotatif. Un immense tube d'acier, long de 200 mètres, comme 2 terrains de football, revêtu à l'intérieur de briques réfractaires. Ce tube est installé avec une légère inclinaison et tourne très lentement, presque imperceptiblement, sur son axe. La farine crue est introduite par l'extrémité supérieure, légèrement surélevée. Et par l'extrémité inférieure, un brûleur géant projette à l'intérieur une colonne de feu rugissante, comme le moteur d'une fusée. La température dans cette zone atteint le chiffre absolument infernal de 1450 degrés Celsius. Notre poudre, en s'écoulant et en roulant lentement vers le bas grâce à la rotation et à l'inclinaison, commence son long et chaud voyage à la rencontre de ce feu. À l'intérieur du four,
Elle traverse plusieurs zones de température et des transformations étonnantes s'y produisent. D'abord, dans la zone la plus froide, le reste d'humidité s'évapore. Ensuite, lorsque la température atteint 900 degrés, a lieu le processus de calcination. Le dioxyde de carbone est libéré du calcaire, qui se transforme en oxyde de calcium. Et enfin, dans la zone la plus chaude, au cœur de l'enfer, se produit l'essentiel, la clinkérisation. L'oxyde de calcium réagit avec les oxydes de silicium, d'aluminium et de fer, formant de tout nouveaux minéraux aux noms complexes, comme l'halite et la bélite. La poudre fond et se transforme en petites billes sombres, gris-noir, de la taille d'un pois à celle d'une noix. C'est le clinker, le cœur et l'âme du ciment. C'est, en somme, de l'énergie chimique en conserve, qui attend son heure pour se réveiller. Le clinker, chauffé au rouge, tombe de l'extrémité inférieure du four et arrive immédiatement dans un refroidisseur spécial. Là, il est soufflé par de puissants courants d'air froid. C'est une étape très importante. Un refroidissement rapide fige la structure chimique du clinker dans son état le plus actif. Le clinker refroidi, dur comme la pierre, est acheminé par un convoyeur vers un silo de stockage, où il peut être conservé pendant des mois. Et voici l'étape finale de la transformation. Le clinker en lui-même n'est qu'un tas de cailloux inactifs. Pour le transformer en ciment, il faut à nouveau le broyer, en une très fine poussière. On le charge dans un broyeur à ciment qui ressemble beaucoup au broyeur de cru, un immense tambour rempli de boulets d'acier. Mais avant de commencer le broyage, on ajoute au clinker un dernier ingrédient, incroyablement important, environ 5% de gypse. Le gypse, c'est le frein de notre ciment. Sans lui, le ciment, une fois mélangé à l'eau, prendrait presque instantanément, se transformant en pierre en quelques minutes, et il serait impossible de travailler avec. Le gypse régule ce processus, donnant au constructeur un temps précieux. Et voilà que ce mélange de clinker et de gypse est broyé pendant des heures dans le broyeur, jusqu'à se transformer en cette poudre grise, incroyablement fine, que nous connaissons tous. Ces particules sont si fines qu'elles peuvent passer à travers un tamis capable de retenir l'eau. Le ciment fini, encore tiède après le broyage, est acheminé par des tuyaux pneumatiques, comme par des vaisseaux sanguins, vers d'immenses et hauts silos de stockage. Ce sont des tours gigantesques qui contiennent des milliers de tonnes de produits finis. De là, il est expédié aux consommateurs, soit ensachés dans des sacs en papier pour la vente au détail, soit chargés en vrac dans des camions-citernes spéciaux ou des wagons de chemin de fer. Et c'est ainsi que, après un parcours allant de la roche solide à la poudre, en passant par le broyage, le mélange, une cuisson infernale dans le ventre du dragon et un broyage final, naît cette humble poudre grise, prête, au contact de l'eau, à se réveiller et à se transformer en une pierre solide et fiable qui deviendra la fondation de nos maisons, de nos ponts et de nos villes entières. Chaque année, plus de 4 milliards de tonnes de ciment sont produites dans le monde. Ce chiffre est absolument ahurissant. Essayons d'imaginer. Cela signifie que pour chaque personne sur la planète, pour vous, pour moi, pour chacun, on produit plus d'une demi-tonne de cette poudre grise chaque année. C'est le matériau de construction le plus utilisé sur Terre après l'eau. Et si l'on prenait tout ce ciment et qu'on en construisait un mur continu d'1 mètre de large et d'1 mètre de haut, ce mur pourrait faire le tour de notre planète le long de l'équateur plus de 40 fois, chaque année. Chaque année, plus d'1 milliard de mètres cubes de bois sont abattus dans les forêts du monde. Mais rares sont ceux qui savent à quoi ressemble vraiment le travail sur les séquoias géants, des arbres qui ont survécu à des empires et ont même vu les mammouths. Imaginez, un tronc de plusieurs mètres de diamètre et pesant des dizaines de tonnes, tournant sur un tour, lentement,
et avec un bruit sourd, comme le cœur de la terre. Chaque passage de l'outil révèle un motif unique, façonné par la nature pendant des millénaires. Le secret de cet artisanat est stupéfiant. Et si vous regardez jusqu'à la fin, vous découvrirez un fait qui changera à jamais votre vision du travail du bois. Le travail du bois, à une telle échelle, exige un équipement spécialisé et un savoir-faire considérable. La machine montrée dans la vidéo fait partie des tours géants, adaptées pour usiner des pièces énormes. Sa zone de travail peut accueillir des pièces de plusieurs mètres de diamètre, et la longueur d'usinage atteint des dizaines de mètres. Un moteur puissant assure une rotation stable et douce du bois, même avec des poids importants. À l'aide de telles tours, les artisans retirent progressivement la couche extérieure d'écorce et de bois, en utilisant des outils de coupe et des racloirs affûtés. Le travail est mené avec une précision maximale, car la moindre erreur pourrait entraîner la perte d'un matériau précieux. Le maître artisan contrôle le processus d'usinage, ajustant la vitesse de rotation et la pression des outils sur le bois, pour façonner progressivement des formes complexes ou simples. D'abord, on enlève les grosses excroissances lamellaires, puis on passe à un polissage plus détaillé, qui permet de souligner la texture naturelle et de rendre le bois parfaitement lisse. Le travail du bois de séquoia n'est pas un simple processus technologique, mais une forme d'art, car chaque création est unique en raison des particularités naturelles du matériau. La grande densité et la dureté du séquoia rendent le processus complexe, tout en soulignant la qualité de l'œuvre. Les séquoias poussent principalement dans des zones de répartition naturelle limitées, c'est pourquoi la préservation et l'utilisation rationnelle de leur bois sont d'une grande importance. L'abattage des séquoias géants a autrefois conduit à la quasi-disparition des grands arbres dans certaines régions. Par exemple, au 19e siècle, la société Kings River Lumber a abattu illégalement plus de 8000 de ces géants, provoquant une catastrophe écologique qui a affecté le climat et la biodiversité de la région. Les technologies modernes de transformation du bois permettent de tirer le meilleur parti de ce bois précieux en minimisant les pertes. L'utilisation de tours innovants, comme dans la vidéo, permet de travailler avec des pièces grandes et non standards, d'utiliser le matériau de manière rationnelle et de créer des produits de haute qualité. Le bois de séquoia, grâce à sa solidité et sa résistance à la pourriture, est un matériau de valeur pour la construction et la fabrication de meubles. Cependant, en raison du statut de protection de ces arbres, l'exploitation commerciale de leur bois est strictement réglementée. En raison du diamètre gigantesque de la pièce et de son poids de plusieurs tonnes, le tour fonctionne à très bas régime pour éviter les vibrations et assurer une coupe contrôlée. Le maître artisan ajuste manuellement la pression des outils pour ne pas endommager le matériau. Le travail se déroule en plusieurs étapes. D'abord une coupe grossière, puis un usinage détaillé et un polissage, comme nous l'avons déjà mentionné. Après l'usinage sur les tours, on fabrique à partir des troncs géants divers objets d'intérieur et d'art, de grandes colonnes décoratives, des meubles et des sculptures jusqu'à des planches de finition. En raison de la beauté naturelle de la texture et des couleurs de ce bois, les œuvres deviennent souvent des objets architecturaux ou de design unique. De nombreux troncs de séquoia géants sont également transformés en panneaux pour des parquets haut de gamme ou pour la construction de bâtiments de prestige, où l'on apprécie non seulement la durabilité, mais aussi un environnement fait de matériaux écologiquement purs.
Dans certains cas, le bois est utilisé pour la fabrication de wagons, de traverses de chemins de fer, de poteaux télégraphiques et même de structures sous-marines, où la résistance à la pourriture et la solidité sont essentielles. On sait que certains séquoias anciens sont utilisés à des fins touristiques ou culturelles. Par exemple, aux États-Unis, on crée des tunnels dans des géants abattus, où les voitures peuvent passer librement, et d'autres troncs sont transformés en galeries ou en restaurants. Ce sont des attractions touristiques populaires. Le travail sur les troncs de séquoias géants est l'œuvre d'artisans hautement qualifiés, qui alignent une connaissance approfondie du travail du bois, à un goût artistique certain et à une grande maîtrise technique. Pour atteindre le niveau que l'on peut voir dans la vidéo, il faut un long parcours d'apprentissage et de pratique, la maîtrise d'une série d'outils et de techniques spécialisées. L'apprentissage de ce métier commence par l'acquisition des compétences de base en menuiserie. Travail du bois avec des outils manuels, sciage, ponçage, techniques de sculpture de base. Cela peut prendre plusieurs années d'école professionnelle ou de formation en fonction de l'intensité de l'enseignement et des aptitudes naturelles. Le niveau suivant est l'apprentissage du tournage sur bois, en particulier la réalisation de pièces complexes sur de grandes machines. Cela demande une grande précision et une grande sensibilité pour contrôler la force et la direction des outils, tenir compte de la texture et de la structure du bois, et éviter les fissures et les irrégularités. Les artisans travaillant sur le séquoia utilisent activement une variété d'outils de tournage, des gouges de différentes formes et configurations, des racloirs, des bédanes. Pour l'ébauche, ils commencent avec de grandes gouges à dégrossir, qui enlèvent d'épaisses couches de bois, avant de passer à des outils plus fins et plus délicats pour le polissage et les détails. Les outils sont généralement en acier rapide ou dotés de plaquettes en carbure pour une durabilité et un tranchant maximum. Parallèlement au travail des outils, l'opérateur contrôle la vitesse de rotation de la pièce, ce qui est d'une importance capitale. En raison des dimensions gigantesques du séquoia, les tours de la machine sont très bas pour éviter les vibrations et assurer une coupe uniforme. La pression de l'outil est également régulée manuellement, ce qui exige une grande maîtrise et un ressenti du bois. Outre les aspects de technique, ces artisans ont une vision artistique développée. Le travail sur un bois géant n'est pas un simple travail mécanique, mais un processus créatif au cours duquel une œuvre unique prend forme. Pour y parvenir, il faut allier la connaissance de la technique à la compréhension des propriétés naturelles du matériau et à des compétences artistiques. Dans les milieux professionnels, l'apprentissage peut durer de 5 à 10 ans, surtout s'il s'agit de travailler avec des arbres grands et coûteux. Souvent, les artisans font des stages, apprennent auprès de tourneurs expérimentés, participent à des masterclass et à des écoles d'art. Après une formation de base, l'artisan continue de se perfectionner, acquérant de l'expérience avec différentes essences de bois, de grandes pièces, des formes et des techniques complexes, créant ainsi des objets d'art uniques. C'est le respect rigoureux de la technologie, associé à une approche créative, qui permet d'atteindre des résultats impressionnants. Chaque année, plus de 8 milliards de mètres carrés de verre sont produits dans le monde, assez pour recouvrir un pays entier. Mais peu de gens savent que le chemin vers une vitre parfaitement transparente commence avec du sable blanc, semblable à un désert en miniature. Imaginez une rivière de verre incandescent qui s'écoule à travers un four de la taille d'une maison et se déverse doucement sur une surface d'étain en fusion, créant un ruban parfaitement lisse.
Ce n'est pas une simple technologie, c'est une véritable alchimie qui transforme une matière fragile en une armure transparente pour les gratte-ciel, les océanariums et même les automobiles. Regardez jusqu'à la fin, je vous révélerai un secret que vous n'avez certainement jamais entendu. Tout commence dans un immense entrepôt de matières premières, qui ressemble à un désert en miniature. L'ingrédient principal, représentant environ 70% de notre futur produit, est du sable de quartz de la plus haute pureté. Il doit être parfaitement blanc, car la moindre impureté de fer donnerait au verre une teinte verdâtre indésirable. À côté de la montagne de sable se dressent des collines d'autres poudres blanches, du carbonate de soude, qui agit comme un fluidifiant, en abaissant la température de fusion, et du calcaire, qui confère au verre stabilité et solidité. Un chargeur géant à godet saisit des tonnes de chaque ingrédient et les déverse dans d'immenses trémies. De là, sur ordre de l'ordinateur, ils sont acheminés par un convoyeur jusqu'à un mélangeur. C'est un tambour géant en rotation, où tous les composants, y compris une quantité importante de calcin, verre recyclé, sont mélangés en une composition parfaitement homogène, appelée le mélange vitrifiable. Maintenant, ce mélange sec, semblable à une poudre, entame son voyage au cœur même de l'usine, le four de fusion. Une immense cuve, revêtue à l'intérieur de briques réfractaires, de la taille d'une petite maison. C'est un four qui ne dort jamais. Il fonctionne en continu, pendant des années, en maintenant à l'intérieur une température de 1600 degrés Celsius. Le mélange vitrifiable est enfourné par un flux continu à une extrémité de ce four. En entrant dans cet enfer, il commence instantanément à fondre, se transformant en une rivière de verre liquide, épaisse, visqueuse et d'un orange éblouissant. Cette rivière s'écoule lentement à travers toute la cuve, et pendant ce temps, toutes les bulles de gaz s'en échappent, et la masse elle-même devient parfaitement homogène. Et voilà que cette rivière de feu, luminescente, sort du four et arrive sur l'invention la plus géniale du monde du verre, le bain float. Un long tunnel hermétique, rempli non pas d'eau, mais d'étain en fusion. L'étain a une surface parfaitement plane, un miroir. Comme le verre est plus léger que l'étain et ne se mélange pas avec lui, il s'étale à sa surface, comme de l'huile sur de l'eau, formant un ruban parfaitement plat et impeccablement lisse. La gravité le rend parfaitement plat par le dessous, et la tension superficielle le rend parfaitement lisse par le dessus. L'épaisseur de ce ruban est régulée par la vitesse à laquelle il est tiré hors du bain et par des rouleaux spéciaux. Chaque année, plus de 8 milliards de mètres carrés de ce verre float sont produits dans le monde. C'est assez pour recouvrir toute l'île de Chypre. Après le bain float, le ruban de verre infini, encore très chaud mais déjà solide, entre dans un long tunnel appelé l'étendrie de recuisson. C'est une étape d'une importance capitale. Si le verre refroidissait trop vite, des contraintes internes colossales y apparaîtraient, et il serait fragile comme une décoration de Noël. Dans l'étendrie, qui s'étend sur des centaines de mètres, la température du verre est abaissée lentement et de manière très contrôlée, de 600 degrés à la température ambiante. Cela permet aux molécules de se détendre et élimine toutes les contraintes. De l'autre côté de l'étendrie sort un ruban de verre parfaitement transparent, plat et libre de toute contrainte, qu'un coupe-verre automatique à molette de diamant découpe en d'immenses tonnes-feuilles, appelées des plateaux jumbo. Leurs dimensions peuvent atteindre 6 mètres sur 3. Mais ce n'est que la matière première. Ce n'est qu'une seule couche de notre futur sandwich. Pour les gratte-ciel et les aquariums, le verre ordinaire est trop faible.
Ces feuilles sont donc envoyées pour un entraînement supplémentaire. Pour rendre le verre 5 à 7 fois plus résistant, on le trempe. La feuille de verre entre dans un four où elle est chauffée à une température de 620 degrés, presque jusqu'à son point de ramollissement. Puis, elle est instantanément extraite et soufflée des deux côtés par de puissants jets d'air froid. La surface extérieure du verre refroidit instantanément et se contracte, formant une carapace solide, tandis que la partie intérieure refroidit plus lentement. Cela crée d'incroyables contraintes internes qui rendent le verre follement résistant. Si un tel verre vient à se briser, il se fragmente en des milliers de petits cubes inoffensifs et non en éclats tranchants comme des poignards. Mais même le verre trempé n'est qu'une seule couche. Pour créer une véritable armure, on utilise le processus de laminage. On prend 2 ou plusieurs feuilles de verre et entre elles, on place un film fin et transparent de polybutyrate de vinyle. Ce sandwich est envoyé dans un four spécial, appelé un autoclave. À l'intérieur, on crée une haute température et une énorme pression. Sous l'effet de la chaleur et de la pression, le film fond et colle à jamais les feuilles de verre en un bloc unique et monolithique. Si un tel verre se brise, il ne vole pas en éclats. Les fragments restent collés au film, comme des mouches sur un ruban adhésif. C'est ainsi que l'on fabrique les pare-brises de voitures. Et c'est aussi comme ça que l'on fait le verre pour les gratte-ciel. Pour les aquariums, ce sandwich peut être tout simplement incroyable. Par exemple, l'épaisseur du verre acrylique de l'aquarium de Dubaï atteint 75 cm. C'est presque 1 mètre d'épaisseur. Il est composé de nombreuses couches, collées les unes aux autres, et est capable de résister à la pression de 10 millions de litres d'eau. Enfin, sur le verre destiné au gratte-ciel, on applique un revêtement spécial. Dans une immense chambre à vide, on pulvérise sur la surface du verre de très fines couches de métaux, invisibles à l'œil nu, comme de l'argent ou du titane. Ce processus, appelé pulvérisation cathodique magnétron, crée un revêtement à faible émissivité, ou low EF. Il fonctionne comme un filtre intelligent en été, il réfléchit le rayonnement solaire infrarouge vers l'extérieur, empêchant la pièce de se réchauffer, et en hiver, au contraire, il réfléchit la chaleur des radiateurs vers l'intérieur de la pièce, l'empêchant de s'échapper. Cela permet de réduire les coûts de chauffage et de climatisation d'un gratte-ciel de 30 à 50%. Et ce n'est qu'après toutes ces opérations complexes, chaudes et précises, que le simple sable se transforme en une armure transparente de haute technologie, prête à devenir un mur invisible entre l'homme et les éléments. De l'usine sort un immense panneau de verre, parfaitement propre. Il est solide, mais en même temps incroyablement fragile, aux chocs ponctuels et aux vibrations. Comment le transporter intact sur des centaines de kilomètres? Pour cela, on utilise des camions spéciaux qui ressemblent à d'étranges squelettes métalliques. Ce sont ce qu'on appelle des inloaders ou pupitres. Au lieu d'une caisse ordinaire, ils ont au milieu un puits profond et sur les côtés, 2 cadres inclinés, semblables à des chevalets géants appelés des pyramides. Les feuilles de verre sont placées sur ces pyramides presque à la verticale, sous un léger angle. C'est fait pour que le poids soit réparti uniformément et pour minimiser les contraintes dues aux vibrations de la route. Chaque feuille est séparée de sa voisine par des intercalaires souples et l'ensemble du paquet est solidement maintenu par des dizaines de sangles et de pinces hydrauliques. Le chauffeur d'un tel camion est un véritable as. Il le conduit avec une fluidité incroyable, évitant les freinages et les virages brusques.